Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkov, vous recevez Jean-Loup Isambert qui vient nous voir pour son livre Bilan noir, l'Union européenne contre la France. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Loup Isambert. Bonjour Sud Radio, bonjour André. Bonjour à l'équipe de Sud Radio, aux auditeurs de Sud Radio. Et merci de votre invitation André pour évoquer un sujet dont aucun candidat à ces élections européennes ne veut parler. Eh bien justement, nous on est là avec vous pour en parler, Jean-Loup Isambert. Ce bilan noir, cette Union européenne contre la France. Vous avez écrit un livre pamphlet, polémique, mais bourré de faits, bourré d'informations, et je dois dire que c'est un livre tout à fait intéressant, et qu'il faut lire, quelles que soient vos convictions, quelle que soit la personne ou la liste pour laquelle vous allez voter le 9 juin, si vous votez, eh bien, lisez ce livre. Et vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, Jean-Loup Isambert, mais on le sait, hein, vous êtes un journaliste indépendant, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez écrit beaucoup de choses sur le krach des banques, faut-il brûler l'ONU, sur l'État français complice de Claude criminel, tous vaccinés, tous en danger, les destructeurs. Et voici l'Union européenne contre la France. Alors, vous dites, et je commence par la fin, mais vous dites, au fond, vous avez utilisé votre dernier chapitre, l'Union européenne, c'est la guerre. Et vous commencez par dire, au fond, nous sommes en guerre, nous, depuis 1945, Dieu sait si on l'a été entre 40 et 45, et vous dites, cette Union européenne, vous racontez tout l'historique, etc. Mais la base, vous dites, au fond, l'Union européenne, son adversaire principal, c'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu manichéen de ce point de vue-là, Jean-Loup Isambert ? Écoutez, je me suis intéressé, il faut dire que ce livre est la première partie d'une enquête que j'ai faite sur l'Union européenne. Oui. Et l'autre partie va sortir aux éditions Culture et Racines au mois de septembre, au début octobre, et qui s'intéresse justement à la manière dont ont été conçues, dès le départ, les premières organisations qui sont dédiées à la supranationalité, et qui vont avoir en charge de mettre en place ce qui ne s'appelle pas encore l'Union européenne, mais un État européen, une Europe supranationale. Dont on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, dont on voit un certain nombre de déclarations qui en annoncent les prémices. Mais je voudrais que vous me disiez, là, pour vous, alors l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, on va reprendre votre titre. Pourquoi vous dites qu'elle est contre la France et en quoi est-elle, selon vous, contre la France ? Elle est contre la France d'abord dans sa conception, dans son organisation. On voit bien que ce Parlement européen n'a aucun pouvoir. Il est là pour déplacer les virgules des textes qui sont concoctés par la Commission européenne en accord et à la demande du Conseil européen qui réunit les chefs d'État et les premiers ministres. Et c'est ce Parlement européen, j'entendais vos invités avant, je veux dire, il n'a aucun pouvoir pour changer les choses. Donc, les ce que vous dites, pardon, Jean-Loup Isambert, je vous interromps. Ce que vous dites à tous les gens qui se présentent aujourd'hui, on est en pleine déclaration, les listes, etc. Vous dites, ok, vous êtes ça, mais ça ne sert à rien. Très franchement, est-ce que pour vous, ces élections qui vont se passer ne peuvent rien changer à la composition du Parlement, qui peut-être à ce moment-là peut peser ou pas ? Rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout a été conçu dès le départ pour que le Parlement européen ait une majorité qui soit... Derrière tout ça, vous avez les grandes puissances financières qui sont à l'œuvre. Et le Parlement européen a été conçu pour donner un semblant de légitimité, de démocratie à des décisions qui sont prises entre les dirigeants de la Commission européenne et les dirigeants du Conseil européen. D'accord. Mais je vais vous dire, qui eux ne sont pas élus, il faut le rappeler. Qui ne sont pas élus. Oui. Et sur lequel les gens n'ont aucun pouvoir, je veux dire. On vote tous les 5 ans presque par habitude pour des députés qui vont dans un Parlement européen, dont on n'entend plus parler après, qui ne rendent pas compte de leur activité au Parlement européen et qui se représentent après avec un discours légèrement différent sur le thème, vous verrez, l'Europe sera encore meilleure demain si vous nous élisez. Donc, mais quand on fait le bilan, parce que aucun de ces candidats ne fait le bilan de cette Union européenne. Alors faisons-le, faites-le, oui, vous l'avez fait, faites-le. Alors, bon, le bilan, on le voit, ça commence d'abord par déjà la démocratie.
Alors, on pourrait prendre de multiples exemples. On a un bilan qui a été un exemple qui est très fort, je veux dire, qui donne une idée de la manière dont fonctionne ce Parlement européen. On l'a eu avec l'achat des vaccins ARN messagers lors de la crise Covid-19, où on voit la présidente de la Commission européenne qui va traiter directement par-dessus le propre organisme que l'Union européenne a mis en place, un comité de pilotage pour l'achat des vaccins auprès des laboratoires pharmaceutiques. La présidente, elle passe par-dessus ce comité de pilotage, elle va traiter avec des dirigeants de Pfizer, ça représente quand même, ce sont des milliards d'euros qui sont engagés. 70 milliards, oui, en tout, oui. Voilà. Et la question, c'est que pendant ces transactions, elle continue par des échanges de SMS à négocier avec les dirigeants de Pfizer sans rendre compte ni au comité de pilotage ni au Parlement européen qui est censé quand même contrôler l'évolution des choses. Bien sûr. De ces échanges. Donc il y a des institutions qui s'en préoccupent. Il y a également des députés du Parlement européen qui disent mais Madame la présidente de la Commission européenne, vous négociez avec une société privée alors que nous avons un comité de pilotage qui est en place, vous négociez par-dessus ce comité de pilotage. Qu'avez-vous négocié exactement avec cette société, avec la société Pfizer ? Et donc, il y a tout un processus qui se met en branle et tout va être réglé très rapidement puisqu'il va y avoir une réunion. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'en ai rendu compte dans le livre, l'enquête que j'ai faite précédemment qui s'appelait « Tous vaccinés, tous en danger » où je parle de la corruption autour de ces questions, justement. Et où vous allez avoir, le 16 février 2023, les dirigeants de tous les groupes politiques du Parlement européen qui vont se réunir avec le président du Parlement européen et qui vont tous refuser la demande formulée par les députés du Parlement européen. C'est-à-dire, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'a pas à s'expliquer sur ces transactions privées qu'elle a faites. Donc, effectivement. Ça, c'est un aspect. Tout à fait. On va continuer à parler du bilan, justement, mais c'est un aspect très illustrateur de ce qui se passe. Juste après cette petite pause, Jean-Louis Isenberg, l'Union européenne contre la France. On va continuer d'en parler et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le j'accuse de Jean-Louis Isenberg, l'Union européenne contre la France. Et un sacré bilan noir. Vous savez, Jean-Louis Isenberg, je lis, juste à l'intention des auditeurs, je lis vos titres de chapitres. Alors vraiment, parce qu'on pourrait y passer 5 heures, mais déjà c'est très parlant. Des eurodéputés figuratifs, majorité de complaisance, le droit national n'existe plus, la langue française sabrée, la démocratie bafouée, l'État au service de la grande finance, une corruption permanente. La santé, on vient d'en parler. Le logement, l'industrie, la France ne cesse de désindustrialiser. Commerce et agriculture, pêche, emploi, la grande régression, qualité de vie. Et vous finissez par l'Union européenne, c'est la guerre. Alors, c'est vraiment la guerre, Jean-Louis Isenberg? Oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Déjà, c'est la guerre sous toutes ses formes. On a la guerre économique, la guerre financière qui est menée par les États-Unis contre l'Europe en général, pas seulement contre la Russie, mais également contre les pays de l'Union européenne. De différentes manières, on l'a vu avec... Alors justement, donnez des exemples, Jean-Louis Isenberg. Vous dites par exemple, la guerre. L'affaire Alstom, je veux dire, c'est un exemple qui est fort, où l'on voit quand même, pendant le président Macron a travaillé dès 2012-2013 sur ce dossier, l'affaire a été réglée relativement rapidement, et on voit quand même Emmanuel Macron n'a pas hésité à mentir devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale,
puisque en novembre 2014, il déclare que l'opération au profit de General Electric a été réalisée grâce à un long travail de concertation avec les dirigeants de l'entreprise, les représentants de l'État, les syndicats, etc., etc. Et lorsqu'il est entendu par la commission d'enquête, je crois que c'était au mois de mars suivant, 2015. Il était ministre de l'économie déjà, je crois. Exactement, oui, ça. tout à fait. Après Arnaud Montebourg. Oui. Et où il déclare après que le gouvernement s'est retrouvé devant un projet qui était complètement ficelé et pour lequel il ne pouvait rien faire. Ce qui est faux, puisqu'il y avait un décret qui existait et qui permettait justement de s'opposer à des investissements étrangers qui auraient été contre les intérêts français. D'accord. Mais alors, justement, et pourquoi, alors, à votre avis, les États-Unis, l'intérêt des États-Unis à faire la guerre, vous le dites, comme ça, selon vos propres termes, à l'Europe, c'est quoi? Puisque l'Europe, c'est un allié, l'Europe n'a jamais été un ennemi des États-Unis. Quel est l'intérêt des États-Unis, selon vous? L'intérêt des États-Unis, c'est d'assurer leur hégémonie qui est en déclin sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Et pour cela, ils procèdent de différentes manières. Et il n'y a pas que la guerre militaire. On a vu ce qui s'est passé quand même en République fédérative de Yougoslavie, comment la République yougoslave a été détruite, éclatée en une succession d'États, et comment se sont implantées après des sociétés transnationales pour s'accaparer les secteurs les plus juteux, les plus rentables de l'économie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine aussi, sur le plan militaire. Où l'on voit, et ça a quand même un aspect quand même scandaleux, où l'on voit le président français avec l'Union européenne envoyer des milliards d'euros à l'Ukraine, envoyer des armements à l'Ukraine, mais de manière massive, et quand dans le même temps, depuis 2016, vous avez la banque Rothschild et compagnie, qui est une des banques d'affaires du groupe Rothschild, qui réunit des investisseurs pour se préparer à se partager l'économie ukrainienne. C'est-à-dire que et vous avez aujourd'hui, alors c'est intéressant parce que pour se partager l'économie ukrainienne, il faut que l'Ukraine ne puisse plus rembourser l'argent qui lui a été prêté. Parce que ce ne sont pas des dons qui ont été faits à Kiev. Oui, ce sont des prêts. Oui, bien sûr. Et vous avez aujourd'hui deux des grands prêteurs, notamment l'un des plus importants qui est BlackRock, qui ne devait pas réclamer le remboursement des prêts qu'il avait faits. Il s'était engagé à ne pas rembourser avant 2027, 2029. Et il y a eu un article, du reste, qui est paru sur l'Observateur continental et qui reprend un article qui est paru dans Wall Street Journal, où le journaliste explique clairement que BlackRock envisage au besoin même de mettre en place un pool d'avocats pour réclamer à l'Ukraine dès la fin 2024, dès début 2025, le remboursement de l'argent qui a été prêté à l'Ukraine. Mais ça, c'est pour amener l'Ukraine à un défaut de paiement, de manière à ce que les investisseurs qui attendent dans l'ombre avec la banque Rothschild puissent s'accaparer les secteurs rentables de l'économie. Ils ont déjà commencé, notamment dans le domaine agricole, à s'accaparer plus de 45% des bonnes terres agricoles de l'Ukraine. Qui est un grenier à blé, et le grenier à blé de l'Europe notamment, oui. Cargill, Monsanto, Dupont de Nemours, etc., qui sont déjà en place. Donc vous dites effectivement là la guerre, pendant la guerre le business continue, on en a parlé d'ailleurs avec ici entre l'Amérique et la Russie et les banques russes qui continuent à commercer avec les États-Unis dans le domaine énergétique. Mais pour revenir à ça, et l'Europe, alors pourquoi l'Europe, selon vous, et vous en parlez longuement dans votre livre, Jean-Louis Isenberg, l'Europe ne se défend pas ou ne veut pas se défendre, ou c'est une fausse Europe? Qu'est-ce qui fait cette attitude, je dirais à la fois passive et au sens de maison de passe ou au sens de courant d'air de l'Europe? Alors que c'est quand même... Ça vient du fait de la manière dont a été conçue au départ l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a été conçue par des gens qui sont présentés comme des pères fondateurs, mais ça c'est pour dissimuler l'ingérence des États-Unis dans les affaires des pays de l'Union européenne. Et ces pères fondateurs sont présentés dans la communication de l'Union européenne comme des architectes, des grands visionnaires, etc., etc. En réalité, quand je me suis intéressé à la biographie de Jean Monnet, d'Antoine Pinet, de Spaak, l'ancien Premier ministre belge, de Robert Schuman, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, si vous voulez, c'est que quand on
on lit la documentation de l'Union européenne sur ces personnes qui sont présentées comme les pères fondateurs de l'Union européenne. Ouais. C'est-à-dire qu'ils mettent en place les premières structures qui sont dédiées à la supranationalité. Quand vous reprenez les discours de Jean Monnet de l'époque et que vous regardez le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, vous retrouvez pratiquement les mêmes termes, avec le même objectif, c'est-à-dire mettre en place une Europe où les souverainetés nationales sont abolies, un État européen, supranational, qui permet aux États-Unis d'influencer directement un pouvoir qui est celui de l'Union européenne, très centralisé. Parce que l'État européen qui est actuellement en préparation, et c'est quelque chose de très grave qui est en train de se préparer, c'est un État où vous allez avoir une Commission européenne qui va être transformée en gouvernement supranational, avec des commissaires européens qui seront des ministres. C'est-à-dire que le véritable pouvoir sera encore plus concentré. Le phénomène que nous connaissons actuellement de la symbiose entre le Conseil européen qui réunit chefs d'État, premiers ministres, et la Commission européenne et hauts fonctionnaires qui sont eux-mêmes nommés par les États sera encore plus forte et plus concentrée. Et quand vous vous intéressez à la biographie de ces gens-là, vous vous apercevez par exemple que tous ont eu des liens, mais très étroits pendant la guerre, et certains même comme Jean Monnet, dès les années 1935-1938, avec lui, c'était aux États-Unis. Schuman était avec d'autres. J'ai passé en revue leur vie pendant ces années noires, parce que quand vous regardez la documentation de l'Union européenne, vous vous apercevez que de 1936 à 1945, leur parcours est résumé, en 4 ou 5 lignes. Et ça m'a interpellé. Tous. Comment Ouais. Ah oui, mais voilà des gens qu'on présente comme des grands résistants, comme luttant contre le fascisme, etc. Et quand on se met mais je me dis, quand même, quand vous avez des faits de guerre importants comme ça... Oui, de 35 à 45, oui, c'est pas mal, oui. 10 ans. On va pas se contenter de quelques lignes. Et quand je m'intéresse, par exemple, au parcours de Jean Monnet aux États-Unis, parce qu'il est présenté comme partant aux États-Unis, où il devient banquier. Bon, on ne devient pas banquier comme ça du jour au lendemain quand on n'a pas de fortune personnelle. Et en réalité, je retrouve Jean Monnet qui va devenir, c'est ainsi qu'il le nomme, l'ami intime de John Foster Dulles, qui sera plus tard... secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, voilà, John Foster Dulles, oui. Voilà, et dont le frère sera le premier directeur civil de la CIA. Et John Foster Dulles est un souteneur du parti nazi en 1934, ouvertement. Il prône ouvertement l'économie, la paix négociée avec le Reich allemand. Et alors j'ai continué de travailler, j'ai trouvé dans des archives de sociétés financières et de banques et des travaux d'historiens, des documents qui sont quand même assez révélateur, où l'on voit par exemple que Jean Monnet a été rétribué depuis 1936 jusqu'à 1945, d'abord par le plus grand groupe chimique de Belgique, Solvay, qui a eu ensuite une administration nazie, parce que Solvay était un partenaire de Farman. Et quand j'ai continué à gratter là-dessus, mais je m'aperçois qu'en réalité, Jean Monnet est rétribué par l'administration nazie qui dirige le fait... Parce que c'est un groupe stratégique, si vous voulez. On va en parler, Jean-Louis Isenberg, on va continuer à parler juste après une petite pause. C'est très intéressant, de revenir à la fondation, effectivement, parce que on ne peut pas expliquer le présent sans expliquer d'où ça vient, effectivement. Exactement. On se retrouve dans 2 minutes. Avec vous, chers auditeurs, 0826 300 300 pour poser vos questions à Jean-Louis Isenberg, qui est notre invité aujourd'hui, ou tout simplement pour réagir dans l'émission. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le livre noir de l'Union européenne, un livre noir de l'Union européenne écrit par Jean-Louis Isenberg, journaliste d'investigation, journaliste indépendant ô combien, et ça vient de paraître aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Jean-Louis Isenberg, effectivement, le passé des pères fondateurs que vous avez fouillé, et on avait quelques idées, effectivement, donne à penser. Mais vous dites que justement, donc, cette Europe s'est bâtie dès le départ, alors qu'on disait, l'Europe c'est bien, ça va être l'Europe de la paix, effectivement, on sortait de la tragédie absolue de la Seconde Guerre mondiale, la première, n'en parlons pas déjà, et voilà, on va finir avec ce cauchemar, et puis vous dites, oui, c'est plus compliqué que ça, et on le voit aujourd'hui à quel point c'est plus compliqué que ça. Mais vous dites donc que cette idée de la supranationalité existait dès les fondements de cette Union européenne.
Tout à fait. C'est exactement parce que c'était plus facile pour les cercles impérialistes aux États-Unis de contrôler un pouvoir centralisé au niveau de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe centrale et pour influer sur ce pouvoir. Il y a du reste eu une très bonne enquête qui a été faite par deux confrères, Christophe Deloire et Christophe Dubois, un livre, ils ont publié un livre qui s'appelle Circus Politicus, Ouais. dans lequel ils rappellent, pour vous donner une idée de l'ingérence des États-Unis à l'intérieur des affaires de l'Union européenne, qu'avant chaque réunion du Conseil européen, du Conseil européen, le département des États le département d'État oui. des États-Unis envoie des messages et des notes aux représentations permanentes des États membres pour donner son avis sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, oui. l'avis, en réalité, c'est un conseil pour dire, bon, ben voilà ce qu'on souhaiterait, quoi. Et Nous, ça continue, à votre avis, ça continue encore ah aujourd'hui? oui, Ouais. ça continue. Ben, on aimerait bien qu'Alstom appartienne à General Electric, quoi, vous voyez. Ouais. Bon, mais c'est pareil dans le domaine de l'agriculture, avec un tas de produits chimiques, avec les lobbies, parce qu'il y a quand même 30 000 lobbyistes qui sont présents à Bruxelles, de groupes de lobby, avec notamment cette organisation du patronat européen Business Europe, avec des réunions qui se tiennent à huis clos entre les représentants du patronat, les représentants de la Commission européenne et des représentants du Conseil européen. Et c'est là que ces gens décident ensemble d'essayer de faire passer des lois qui vont influencer ces intérêts privés. C'est ce qui explique que vous voyez. Et Jean-Louis Zambert, ces réunions, il n'y a pas un seul membre du Parlement européen, il n'y a pas un seul député européen. Non, c'est à huis clos. Les députés européens sont travaillés à part par les lobbyistes. Alors, la Commission européenne, l'Union européenne dit « Ah, mais nous sommes transparents, il n'y a pas, nous mettons fin à la corruption, nous avons ouvert un registre. » Mais déjà, sur ce registre, s'y inscrit qui veut s'y inscrire. Et ensuite, il est bien évident que les réunions qui sont importantes pour les grandes sociétés privées avec ces fonctionnaires de la Commission européenne se tiennent en dehors du Parlement européen et de l'Union européenne, dans des locaux, ça peut être ceux de Business Europe, mais ça peut aussi être des hôtels de luxe ou des locaux qui se trouvent à côté. Oui, et c'est assez. Et quand vous dites la corruption permanente, vous en parlez. On a entendu il n'y a pas si longtemps le Qatargate de ces valises chez certains députés européens où on trouve dans leur appartement des valises pleines de billets de banque. C'était quand même très parlant. Il n'y a pas si longtemps de cela. Oui, quand je dis corruption permanente, vous avez vu, André, j'ai pris justement des exemples dès le départ de l'Union européenne, disons dans les années 92-95, quand elle a la forme d'Union européenne, parce qu'avant elle existe, mais elle n'est pas encore centralisée. Maastricht, après le traité de Maastricht. Voilà, c'est ça. Après 92-93. Ouais. Et vous voyez qu'en réalité, ces affaires de corruption continuent, mais il peut pas en être autrement, puisque pour obtenir des lois qui favorisent leurs opérations, alors ça peut être des opérations économiques, financières, culturelles, favoriser par exemple l'emploi de la langue pratiquement comme langue unique. Il y a un tas de lobbies qui interviennent dans un tas de domaines, et il y a forcément, comme on dit, à la Russe, ils appellent ça mettre de l'huile dans les rouages, quoi. C'est-à-dire obtenir une loi ou un décret, une recommandation, voilà, très exactement, une recommandation qui va être faite aux États pour favoriser des intérêts privés. D'accord. Et on le voit bien et ça fonctionne très très bien. Et alors, vous dites de ce point de vue, alors revenons, alors on a parlé Amérique, Union européenne, on en reparlera, mais Jean-Louis Zambert, quand vous dites vous dites ça, l'Europe contre la France, l'Union européenne contre la France, bien sûr, soyons clairs, c'est pas l'Europe en tant que telle qui est en jeu. Au fond, vous dites que, si je veux résumer peut-être trivialement, c'est de moi et pas de vous, mais enfin sur le fond, est-ce que la France est un peu la coquille magnifique de l'Union européenne, notamment, mais peut-être pas qu'elle? Magnifique, je sais pas, mais cocu, certainement. Je vais vous donner 3 faits, André, que les auditeurs, je pense, ne connaissent pas, et qui n'ont pas été, et dont je parlerai dans l'autre partie de l'enquête que je vais publier. Oui, en septembre, on vous rappellera. Alors, les 3 faits, dites-nous. 3 faits. 3 faits qui se passent à la fin de l'année 2023 et qui vous montrent comment les dirigeants de l'Union européenne se passent, alors vraiment du Parlement européen, pour les décisions qui vont favoriser les États-Unis. Le 20 octobre 2023, vous avez les dirigeants... octobre 2023, il y a quelques mois, oui.
Allez-y. Voilà, des dirigeants de l'Union européenne qui rencontrent le président des États-Unis, Biden, avec son secrétaire d'État, Anthony Blinken, Oui. à Washington. Et ensemble, ils vont publier un communiqué dans lequel ils se félicitent, je cite, de la signature de l'accord entre le département de la défense des États-Unis et l'Agence européenne de défense. En réalité, il s'agit de renforcer encore les liens à côté de l'OTAN et de liquider la souveraineté militaire de la France. Alors, il faut pas croire que c'est une délégation du Parlement européen. C'est le président du Parlement européen, le Belge Charles Michel, Oui. avec l'inévitable Madame von der Leyen, bien sûr, présidente de la Commission européenne, Bien sûr. et le représentant, disons, qui s'occupe des affaires étrangères, qui se rendent à Washington. D'accord. Un mois plus tard, le 22 novembre 2023, le Parlement européen vote la révision du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise à transformer l'Union européenne en un État européen supranational. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui est en train de se passer dans le secret actuellement. Et l'objectif des dirigeants de l'Union européenne et du pouvoir politique en France, en appelant à voter les gens à voter, ce n'est pas de faire croire que que les citoyens participent à la démocratie. C'est de donner une légitimité au Parlement européen, légitimité qu'il n'a pas, afin de pouvoir poursuivre cette politique qu'ils mettent en place en douce dans la coulisse. Mais Jean-Louis Zambert, ça c'est très important, enfin c'est même capital. Vous dites, vous, qu'il a eu un traité qui a été signé, qui n'est pas évidemment exécutoire, il y a encore en démocratie, enfin on l'espère, mais qui va vers cette Europe supranationale et suprafédérale dans un traité. C'est-à-dire, il y a eu un accord là-dessus, c'est ce que vous dites. Il y a eu la demande de révision du traité de l'Union européenne et du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour concentrer les pouvoirs. Et je vais vous dire, André, et c'est le troisième fait, parce que personne n'en a pratiquement parlé, le 13 décembre suivant, le 13 décembre 2023, le Parlement européen donc se réunit à Strasbourg, et ce Parlement vote à la majorité la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et il décide notamment de poursuivre la coopération, tenez-vous bien, entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Alors ça, c'est écrit comme ça, quels que soient les résultats électoraux. C'est écrit comme ça. Ah, c'est écrit comme ça dans le document. Il fait plusieurs pages. Oui. Attendu que. Oui, bien sûr. Je vous cite très exactement le texte. Ouais. Décide de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique, pour soutenir la dictature en Ukraine, mais aussi, évidemment, dans tous les autres domaines économiques, culturels, etc., etc. Quelles que soient les élections quelles que soient les élections de novembre aux États-Unis ou du 9 juin en Europe, on continue. C'est ça. On continue pour imposer l'État européen. D'accord. Eh bien, écoutez, oui, je crois que peu de gens ont entendu parler de cela, et c'est très intéressant. Et vous verrez que dans le livre que je vais sortir, je donne bien sûr les références de tous les documents qui sont publiés sur l'Union européenne, parce que ma démarche, ça a été, si vous voulez, de m'appuyer, de dire mais quelle est la communication de l'Union européenne sur tel et tel problème, et de montrer comment les faits s'inscrivent en faux contre ce qui est communiqué par l'Union européenne. Donc, ce que vous dites, Jean-Louis Zambert, avec documents à l'appui, c'est que quel que soit, je dis pas, mais quel que soit ce qu'on va voter, ça changera rien au schmilblick. C'est presque ça. C'est comme ça qu'il voit les choses, en tout cas. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, on peut espérer Oui. Je voulais vous dire aussi, André, c'est que j'ai rencontré, dans le cadre de mon enquête, vous avez pu le voir, il y a un seul parti qui a dénoncé cette fête et qui n'a jamais accès aux médias. J'ai rencontré le secrétaire national du PRCF, qui est le pôle de renaissance communiste en France, qui a quitté, qui s'est fondé en 2004, qui a claqué la porte du PCF, des élus, des militants, qui sont réorganisés au niveau national, et ils appellent à l'abstention, et ils font un travail formidable parce qu'ils expliquent très clairement pourquoi ils appellent à l'abstention, et justement ce qui est en train de se préparer au sein de l'Union européenne, dont je viens de vous parler. Pôle de renaissance communiste en France, c'est très intéressant. On va regarder ça. J'ai rencontré Fadi Kassem,
qui est le secrétaire national. J'ai eu du mal à le rencontrer parce qu'il m'a dit, nous, les manifestations gentiment organisées entre nations et républiques, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, parce qu'ils ont mis au point un programme qu'ils sont en train d'affiner pour sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, et pour justement faire une France souveraine et qui coopère avec tous les pays d'Europe. Et il m'a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-devant des gens pour recueillir leur avis et travailler avec eux à ce programme. Mais alors, un coup, il était à côté des infirmières qui étaient renvoyées du jour au lendemain parce qu'elles s'étaient suspendues. Après, ils étaient en Bretagne avec les marins-pêcheurs en grève à Brest. Après, il était avec les agriculteurs. Donc, il faut arriver à choper. Mais j'ai eu avec lui un entretien passionnant, je veux dire. Je comprends. En tout cas, Jean-Louis Isenberg, vous nous apportez des informations, je dois dire, qui n'apparaissent pas vraiment, même pas à la surface, qui n'apparaissent même pas entre deux eaux. On continue d'en parler et avec nos auditeurs, juste après ça, restez avec nous. C'est passionnant. Et vous serez avec nous en direct 0826 300 300 pour poser vos questions et pour réagir dans l'émission avec Jean-Louis Isenberg et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, toujours avec Jean-Louis Isenberg. On parle d'Union européenne et nous avons Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour André, et bonjour à Jean-Louis Isenberg que j'ai connu il y a très longtemps dans le Val-de-Marne. Écoutez, je me permets de vous appeler parce que c'est vrai que quand j'étais collégien, comme tout le monde, on nous a appris que l'Europe c'était la paix. Alors je voulais avoir le sentiment de Jean-Louis Isenberg. Comment est-ce qu'il explique que, quelle que soit la nécessité que ressent l'Union européenne, Madame von der Leyen, Monsieur Charles Michel, de soutenir l'Ukraine, il n'y ait eu en fait aucune tentative de négociation avec les Russes, puisqu'il faudra bien arriver aboutir tôt ou tard à une négociation. Donc ça c'est la première question. Pourquoi est-ce que l'Union européenne s'est lancée dans un soutien total à l'Ukraine sans même tenter d'ébaucher de garder une porte ouverte pour négocier un jour avec les Russes? Et la deuxième question, moi, qui m'inquiète le plus, c'est est-ce qu'il pense que Madame von der Leyen, Monsieur Charles Michel, bref, la direction de l'Union européenne, aurait la possibilité de nous entraîner dans une guerre, une confrontation directe avec la Russie? Jean-Louis Isenberg. Oui, alors concernant l'attitude de l'Union européenne, elle est bien évidemment, des dirigeants de l'Union européenne. Oui. C'est une attitude qui est guidée par le souci de répondre à la demande de Washington, des milieux impérialistes de Washington, qui veulent bien évidemment, qui font tout pour permettre à leur société transnationale de s'accaparer l'économie ukrainienne. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est de transformer l'Ukraine, qui est au cœur de l'Europe, en une place forte, de manière à pouvoir par la suite attaquer la Fédération de Russie. On a affaire à des gens qui jouent avec le feu. Mais je pense que les milieux de Washington commencent à devenir plus prudents. Oui. Et c'est là que l'on mesure je veux dire, les propos d'Emmanuel Macron et de dirigeants de l'Union européenne, pas tous, mais de von der Leyen notamment et d'autres, sont complètement irresponsables. Ensuite, il faut savoir également, concernant la deuxième question, c'était sur... Pour l'Ukraine, quand même, une chose, c'est qu'il y a eu des accords de paix qui ont été, comme vous le savez, les accords de Minsk 1 et Minsk 2 en 2014 et en 2015. Il y avait deux dirigeants politiques qui étaient responsables du suivi et de l'application de ces accords. Hollande et Merkel, pour aller vite. Voilà. Et non seulement ils ne les ont pas fait appliquer, mais en plus de ça, ils ont profité des accords de paix pour armer l'Ukraine. C'est-à-dire que ça fait de Emmanuel Macron un complice de crimes de guerre, parce que il faut voir que ce sont des crimes de guerre qui ont été commis par la dictature de Kiev, et elle n'a pu être commise. Et le conflit n'a pu perdurer que par les armes qu'a reçues le régime de Kiev et de l'Union européenne, principalement de la France et des États-Unis.
Oui, enfin, il y a eu, disons, crime de part et d'autre, Jean-Louis Isenberg, mais juste un mot. Et puis, il faut pas oublier on en a parlé hier très longuement dans l'émission, c'est que en mars et avril 2022, il a failli avoir un accord entre la Russie et l'Ukraine, et que Boris Johnson s'est empressé de dénoncer et de casser. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Nous avons Claude qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour oui, Claude. Bonjour André Berkoff. Bonjour Monsieur Isenberg. Je n'ai pas le bonheur de connaître, mais que j'ai eu le bonheur d'entendre. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir, hein, parce que vraiment votre émission, si elle n'existait pas, faudrait l'inventer. Merci. Et non, alors moi, oui. à l'appui de ce qu'a dit Monsieur Isenberg, je partage complètement. Moi, j'ai vu et j'ai lu de manière documentée aussi que les Américains, à la fin de la guerre, en fait, nous considéraient la France comme un pays vaincu et que, comme l'Allemagne d'ailleurs, ils avaient des bases chez nous, c'était occupé, ils avaient une administration qui était prête à être mise en place et dans laquelle donc tous les gens dont vous avez parlé, comme les pères de l'Europe et tout ça, étaient évidemment coacteurs ou impliqués. Et c'est parce que De Gaulle a mis le holà et qu'il a très vite repris le pouvoir qu'on a évité ça. Mais je rappelle que finalement, dans le jeu européen, les Américains s'appuyaient davantage sur l'Allemagne que sur la France, justement pour bloquer la France. Et j'en veux pour preuve, moi, ce qui s'est passé avec le problème de l'électricité, ce marché de l'électricité que l'Europe a voulu imposer et tout, c'était fait en fait, et tout ça c'était bien fait pour casser finalement le service public qui marchait très bien en France et qui était celui de l'électricité, qui était le plus gros du monde d'ailleurs. Donc il fallait démolir ça. C'est pour ça que les Allemands, par exemple, ont fait une énorme pression à un moment où le nucléaire français et l'entreprise Siemens en Allemagne étaient en train d'essayer de préparer le réacteur du futur pour l'Europe, qui aurait été franco-allemand. Les Allemands ont tout fait pour monter les normes de sécurité à un niveau tel, sous la pression des Verts allemands, que ce soit plus techniquement et économiquement réalisable, et ça a capoté. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça. Alors, moi je dis pour les auditeurs qui diraient, mais c'est pas possible, ce monsieur Isenberg, c'est un complotiste. Non, il y a un autre qui a écrit aussi un livre passionnant là-dessus, c'est Philippe de Villiers. Le titre du bouquin, c'est J'ai tiré le fil du mensonge et tout est venu, et il explique aussi avec preuve. Tout à fait, Claude, on va pas s'étendre trop là-dessus, c'est très clair, vous avez dit. Je voudrais quand même rappeler une chose, pour pas être manichéen à notre tour, que les Américains, je dirais que si les Ruskov n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, mais si les Ricains n'étaient pas là, disait Sardou, et c'est pas faux, nous serions aussi tous en Germanie. Donc, il faut quand même avoir un peu de nuance. Moi, je suis radical de la nuance, et pas le contraire. Mais Jean-Louis Isenberg, je voudrais rappeler ceci. Aujourd'hui, quand même, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que ce que vous dites, enfin votre enquête en tout cas, etc., vous avancez des faits, mais enfin demain, est-ce que c'est pas l'Amérique elle-même que si par exemple Trump revient au pouvoir, il va évidemment défendre les intérêts américains, mais peut-être de façon très différente que le défend un Joe Biden. Est-ce que les contre-pouvoirs, en fait, il faut le dire, ne sont pas plus forts aux États-Unis, et on le voit très bien avec la crise de la santé et le reste, qu'en France, où les contre-pouvoirs aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce qu'ils font. Si, c'est évident. Du reste, dans le même ordre d'idées, si vous voulez, André, j'ai souvent, en ce moment, j'ai des critiques de la part de gens qui disent il faut voter UPR, il faut voter Patriote, etc. Mais je pose à ces gens déjà la question du bilan, et puis pour ceux qui n'étaient pas au Parlement européen, s'il n'y avait pas de bilan, je pose la question aussi du pouvoir. Alors on dit oui, mais il faut voir en Angleterre, Nigel Farage, etc. Avec une différence quand même, c'est que Monsieur Nigel, il avait un soutien non seulement populaire, il y avait quand même à l'époque des centaines de milliers, voire des millions d'Anglais qui manifestaient pour le Brexit. Tout à fait. Et il avait un soutien à la Chambre des communes. Ouais. Il faut voir que quand le référendum de 2016, les habitants, les citoyens, la population du Royaume-Uni a décidé de se retirer de l'Union européenne,
ça a duré 4 ans, la comédie, pour essayer d'empêcher l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Ils ont même été jusqu'à essayer de refaire faire un référendum où ils ont été battus à la Chambre des communes, et ils ont même été jusqu'à refaire voter les Anglais lors des élections européennes, alors qu'ils avaient déjà voté par référendum pour se retirer. C'est pour vous dire que vous avez un contre-pouvoir qui est quand même plus fort. Alors après, on peut discuter de la nature du contre-pouvoir, mais il y a un contre-pouvoir qui est plus fort de manière générale dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins. Européen. En France, nous n'avons plus l'opposition. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, du Rassemblement national au Parti communiste, exception faite de quelques très rares députés, ce sont tous des européistes, plus ou moins, quand ils sont présents à l'Assemblée nationale. Hein. Ouais. Donc, ce que vous dites, c'est pour terminer, si je vous écoute, si on vous écoute, et on vous a écouté, Jean-Louis Isenberg, c'est presque élection piège à con, pour vous? Ah, c'est un scrutin de dupe. Je vais vous dire, permettez-moi de vous donner encore Juste en quelques secondes, parce que malheureusement, on est en fin d'émission. Allez-y. Voilà, l'extrait d'un document peu connu qui a été réalisé par le Système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne, le SPAS, c'est-à-dire qui travaille avec la Commission européenne, le Parlement européen, le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le service européen pour l'action extérieure, qui fait les prévisions. Selon ses prévisions pour l'année 2030, je cite, « La crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société, une augmentation de 45% du chômage, un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions de citoyens de l'Union européenne et l'exclusion des jeunes, dont 14 millions ne sont ni étudiants, ni employés. » Eh bien, Jean-Louis Isenberg, c'est sur ces propositions et prévisions d'un avenir radieux que nous vous disons au revoir. Je dis bien au revoir et à bientôt. Merci Jean-Louis Isenberg d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci à l'équipe de Sud Radio. On rappelle votre livre Bilan noir, l'Union européenne contre la France, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On se retrouve demain sur Sud Radio entre midi et 14h avec André Berkoff, comme tous les jours. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.